Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. Alors, une semaine sur deux, le PIFcast vous propose de discuter de cinéma de genre. On vous partage nos goûts, nos coups de cœur. Donc, on commence toujours par l'œil du PIF, puis le dossier de la semaine. Aujourd'hui, on parlera du réalisateur Stuart Gordon et on finira en musique avec Cyril. Bonjour Cyril. Coucou. Et autour de cette table, il y a aussi Laurent. Hello. Et Xavier. Bonjour. Et surtout, il y a Véronique. Bonjour. Wonderful Véronique. Donc on commence par l'œil du pif, donc le tour de table des films les plus marquants que vous avez vus récemment. Tout à fait. Qui commence, Xavier? Eh bien, moi, je vais vous parler d'un film polonais. Ça y est, j'ai déjà perdu tout le monde, je suis sûr. Restez. Donc, je vais vous parler d'un film Qu'est-ce que la Pologne? C'est où dans la carte? Voilà. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Lure, alias Sorki Dansingu. Alias la femme à queue. Hein, pas mal, hein. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc il s'agit d'un film de 2015 où deux sœurs sirènes vont rencontrer un groupe de musiciens et intégrer une sorte de nightclub dans les années 80. Avec tout ce que ça peut impliquer. Elles ont une voix absolument magnifique, car les sirènes ont une voix magnifique. Et de très belles queues aussi. Et de très belles queues, effectivement. Et tu peux conduire un traîneau avec sirène. Et du coup, nous allons voir leur périple nocturne au sein des humains. Voilà, donc il s'agit du premier film de Agnieszka Smokzinska. J'y crois même pas d'avoir réussi à le dire. Joli. Le film, c'est un film vraiment très étrange. En fait, ça faisait très très longtemps que je voulais le voir. Je crois que j'avais dû voir une critique suite à une projection du BIF. Et ça donnait plutôt envie. Le film n'est pas exempt de défauts. C'est un premier film. Et très honnêtement, vous allez le remarquer tout de suite, j'avais pas vraiment besoin de vous le dire. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui me restent en tête, quoi. C'est une sorte de comédie musicale. Pas vraiment comique, mais par contre musical totalement. C'est aussi un petit peu horreur, c'est aussi un petit peu drame, c'est aussi un petit peu du conte. On a des références à différents contes nordiques. Andersen, La Petite Sirène, forcément. Un petit peu, on joue aussi un peu avec l'image de la sirène dans Ulysse, Homère. Tout ça va donner... J'en étais sûr. J'avais la femme, mais j'étais pas sûr de la faire correctement, donc je préfère. Et en fait, on va arriver à avoir une sorte de film très spécial, très étrange, avec une ambiance que moi personnellement j'ai adorée. Apparemment, alors forcément je peux pas vraiment le savoir, mais la réalisatrice a vraiment réussi à retranscrire l'ambiance particulière des nightclubs polonais des années 80. Apparemment, c'était quelque chose de très particulier à cette époque. Grosse déconne. Ouais, si on veut. Un peu à l'ambiance du bar dans Calvaire, je trouve. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Et le film, là où il est étrange, c'est dans sa structure. En fait, il y a des moments, on sent clairement que la réalisatrice te met une scène juste parce qu'elle l'avait en tête. Il n'a pas forcément de rapport avec le reste du film. Il y a des moments où en fait le film avance très rapidement. Il y a des ellipses à certains endroits. Je ne pense pas que ce soit des erreurs. En fait, l'intrigue est quand même relativement simple, on va dire. Un peu trop, mais moi, j'avais un peu l'impression que déjà, de toute façon, ce n'est pas le but principal, cette histoire. Et étant donné qu'on est dans quelque chose de très simple, de très classique, finalement, les ellipses sont juste là pour dire, bon, écoute, tu sais ce qui va se passer, on va tout de suite à la fin, on est d'accord. Bon, voilà. Et du coup, ça va très bien. Si vous voulez vraiment regarder un truc basé sur l'histoire, c'est très important. Je pense que vous aimerez peut-être pas. Mais si pour vous, l'ambiance, les images, si vous voulez vraiment... C'est plus une expérience où la réalisatrice parle d'elle-même, parle du fait d'être une femme. Je pense que ce film peut vraiment vous intéresser. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous le regardez, vous allez vous en rappeler, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, moi, je trouve que l'impression que j'en ai gardé, c'est que ça me semblait très appliqué dans le j'ai envie de faire comme un tel ou j'ai envie de faire comme un tel. Je trouvais que tu peux pas forcément pointer du doigt les influences. Par contre, finalement, en fait, toutes les scènes qui sortent un peu du lot, tu les as toutes déjà vues ailleurs. Et il y a un peu un côté très appliqué, même si c'est plutôt bien fichu parfois et assez surprenant. Ouais, ça m'a fait laisser une impression mitigée. En revanche, j'ai une envie très personnelle. Je voudrais que tu me prononces là tout de suite le nom du chorégraphe. Oh putain. Juste pour le plaisir là, s'il te plaît. Il y a un truc avec caca, non?
Non, c'est juste que ça a l'air impossible à prononcer. Il s'agit de Kaya Klodziejczyk. Il est super sympa, sache-le. quoi. Ouais. Voilà. Désolé, Kaya. Si tu Moi, nous juste écoutes. pour information, c'est un film qui a fait beaucoup de festivals, donc moi j'ai eu Ouais, l'occasion qui de a, voir. qui a remporté énormément de prix. Je l'ai vu à Fantasia, je crois, et j'attendais beaucoup du film et j'ai trouvé ça nul à Yesh, en fait. Bah, moi, je l'ai vu à l'étrange festival, en compagnie d'Étienne d'ailleurs, qui est un bénévole du PIF. Qui est le monsieur technique du PIF. Voilà. Et j'avais adoré parce que je trouve que les musiques, en fait, ça m'a un peu entraîné. Comme ça en salle, je m'attendais pas à ça. Et non, j'avais beaucoup aimé. Après, Tu t'es levé, tu as chanté pendant la séance. c'est ça. Il y a des digressions dans le film que moi personnellement j'ai adoré. Il y a un moment en fait, l'histoire va partir quelque part et finalement on tord l'histoire pour non en fait non finalement ça se passera pas comme ça. Puis finalement on revient en arrière et puis on fait autre chose en fait finalement. Puis par rapport à l'image des sirènes, ça casse quand même un peu le mythe de Splash ou des petites sirènes un peu propres. On peut faire The Mermaid de Stephen Shaw dans le genre. Hein, oui, mais bon. Mais là il y a un côté sexuel différent, qu'il n'y a pas du tout dans les autres films. Et j'ai trouvé dans The Lure que c'était un peu trop self-conscious, un peu trop regardé. J'ai des références et je vous les montre et je suis content de montrer la cette séquence machin. Je trouvais ça pas trop, c'est pas honnête, mais je trouvais ça pas trop, pas frais, mais tu vois, genre, comment expliquer Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est Spontané. Spontané, rejoint- merci. Ça rejoint un peu ce C'est que comme je... Despontin, mais Voilà. Je peux comprendre, mais Non, je crois que tu dois accepter ce que j'ai dit et fermer ta non putain de du gueule. tout, jamais. Et du coup, je conseille à tout le monde de le regarder et n'hésitez pas à donner votre avis si oui ou non Bah, c'est le principe The de ça. Lure est une merde ou Non, quelque chose de C'était mortel. nul à Yesh, j'ai dit. C'est pas que c'était une merde. Excusez-moi. C'est pas le bon. Laurent. Moi, je vais faire ça. Je vais vous parler de mon film préféré Ah. Tous les temps. de tous les temps. Ah. Même si Porky's. T'avais rien préparé, c'est ça? Il rigole, mais en plus. Tu savais ou pas? Non. Le rire. ça s'appelle le rire nerveux. Il caresse un chat dans ses bras là. Non, j'ai revu mon film préféré parce que je le regarde très fréquemment. Ça s'appelle Phantom of the Paradise de Brian De Palma, film de 1974 qu'il a tourné après Sœur de sang et avant Obsession. Pour moi, c'est le film le premier film de la période où il a dominé pour moi tout le cinéma mondial, c'est-à-dire jusqu'à Scarface. Où entre ces deux films-là, personne ne lui arrive à la cheville, je pense, mais bon, c'est mon avis. Avec un pic au moment de Blowout. Phantom of the Paradise, j'espère que vous connaissez tous. Si c'est pas le cas, une fessée et on va voir le film tout de suite. Donc l'histoire c'est le mélange du mythe de Faust, du fantôme de l'opéra. C'est un opéra rock horrifique sur un compositeur qui se fait voler sa musique par un producteur qui veut l'utiliser pour ouvrir son nouveau temple du rock. C'est avec ça va me revenir, William Finlay, qui est un habitué du cinéma de Brian De Palma, qui jouait d'ailleurs dans Sœur de sang. C'est avec Paul Williams, immense compositeur de pop music qu'on a récemment vu dans Baby Driver de Edgar Wright, qui joue un petit rôle dedans, et qui joue là le voleur de musique qui Swan, qui est le boss de Death Records, et puis Jessica Harper de Suspiria, bien sûr. Voilà, donc un trio de choc pour putain. Je suis fatigué. Un choc. Non, voilà. Donc, en fait, ce film m'intimide parce que j'arrive jamais à être à la hauteur de tout ce qu'il provoque en moi. Il y a tout dans ce film, en fait. Déjà, dans le cinéma de Palma, c'est quand même un petit peu c'est peut-être la dernière fois où il va utiliser des tics qui lui sont venus de sa période théâtrale, quand il fait notamment Dionysos in 69, qui était une espèce de représentation théâtrale, de théâtre avant-gardiste extrêmement outré, et on en retrouve des traces dans le final, notamment de Phantom of the Paradise, avec des courtes focales fisheye déformant sur des visages grotesques et une espèce de sarabande infernale complètement folle. Je sais pas, il y a tout dans ce film, en fait. La musique est déjà extraordinaire, c'est peut-être une des meilleures BO jamais faites. Cyril,
Putain, il confirme pas. Mais non, mais ça, je voulais faire la fin du truc, genre ouais, bof, le film, enfin j'adore le film, je voulais faire style le mec aime pas, mais en fait non, il y a la BO bien sûr. La BO extraordinaire. Elle tue sa race. Composé par Paul Williams, donc l'acteur qui joue Swan. C'est un film aussi sur la culture, qu'est-ce qu'elle va devenir aux mains des gens qui ne pensent qu'à l'argent. C'est De Palma qui réfléchit déjà à aller bosser pour les grosses majors, puisque c'est son dernier film indépendant, même s'il a été distribué, je crois, par la Fox plus tard, mais c'est son dernier film indépendant. Je dis pas une connerie, non, je crois que c'est la Fox. C'est son dernier film indépendant avant Obsession, qui sera, je crois, son premier film pour une major. Et voilà, c'est grand. C'est un C'est film très somme, grand. c'est un film pour un réalisateur, C'est un film somme pour son alors apogée, que quoi. c'est pas forcément son apogée parce que stylistiquement il aura des pics encore plus on va dire impressionnants visuellement. En revanche, puis bon, film somme, c'est finalement, je crois que c'est son 5e long métrage peut-être. Il entendra encore 10 derrière au minimum, donc c'est difficile de dire que c'est son film somme. C'est peut-être le film somme d'une époque. Dans les 70s. les 70s, sur le côté cinéma psychédélique et en même temps qui est conscient de sa propre mort. C'est peut-être quelque part, c'est peut-être un film un des derniers films du nouvel Hollywood qui soit libre aussi, puisque De Palma a fait partie de ce nouvel Hollywood, même s'il il était un peu à l'écart. Voilà, c'est un immense film qui reste en tête. On peut pas s'empêcher de chanter les chansons, et quand on chante les chansons, on pense à toutes les émotions qu'elles véhiculent. C'est un des rares films, je trouve, où les chansons font partie intégrante. C'est souvent le cas dans les comédies musicales, mais là je trouve que ça fait pas forcer, quoi. Ça Oui. fait vraiment le truc et tout. Et c'est un film positif en fait. C'est un film qui fout la patate, même si au départ, ce qui arrive à Windows Leach, et c'est assez triste, tout ce qui lui arrive et tout. Et on est un peu. Mais c'est un film qui a une sorte d'énergie, une patate. Et puis c'est un film, je pense, il n'y a pas de détracteurs de Phantom of Paradise. Non. s'il y en vraiment a qui se manifestent et on Il y en a ira les peut-être qui taper. disent que c'est pas aussi bien que ce qu'on peut Oui, dire, oui. mais c'est quand même dingo comme film, quoi. Moi, c'est tout ce que j'aime au ciné, voilà. C'est du cinéma pur et dur, quoi. Ouais. J'ai pas grand chose à dire. Non, dessus. ouais, Moi, c'est pareil, chef-d'œuvre, je saurais pas trop quoi dire, mais j'ai envie de dire comme sur The Lure, j'ai été emportée par les chansons. C'est nul à Yesh. Ah non. Non, mais le film est absolument mortel. C'est un des meilleurs de Palma. C'est une claque quand on le regarde pour la première fois. Très coloré. Juste pour le petit détail, la version que tout le monde a vue Est en couleur. jusqu'à alors qu'en fait, maintenant c'est en noir et blanc. n'est pas en fait la première version, parce que si je me souviens bien, le logo de Death Records a été fait. modifié au dernier Ouais. moment. Parce que Et- je me rappelle plus la raison d'ailleurs. Je sais plus exactement Mais ça se pourquoi. voit sur les versions actuelles, on voit qu'il y a une Voilà. espèce de trucage vidéo un petit peu Exactement. grossier sur certaines Et, scènes. et du coup, ça impactait aussi sur le logo du film. Oui. Voilà. Et il y a, pour le petit détail, il y a beaucoup de fans en fait qui rebidouillent les films après pour qu'ils ressemblent plus Les à ce que recuts, les recuts. Il y a d'ailleurs Et il y a eu, je sais qu'il y a un, Raising Kane qui récemment Voilà. a Qui été entièrement lui- refait. qui avait été entièrement refait, qui du coup est devenu officiel par la suite, puisque la dernière édition Blu-ray contient ce C'est fameux Palma qui a montage. vu ce truc-là. Mais c'est quoi le titre français d'ailleurs? C'est L'esprit de Cain. L'esprit de Cain, et il a vu ce montage, il dit bah effectivement c'est ce que j'avais écrit dans le scénario, et le mec a retrouvé le scénario, il a refait le montage pour que ça Voilà. Et corresponde. il y a un recut de Phantom of the Paradise où ils ont réinséré tous les logo. bons logos au D'accord. bon moment. Mais voilà quoi. C'est vrai que l'effet, j'avais jamais fait gaffe, mais l'effet il flotte un peu, c'est bizarre. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est pour cette raison-là. Notamment, je crois, c'est quand il descend de l'avion et qu'il fait une espèce de conférence Ouais. de presse et il y a sur l'estrade devant lui, il y a le logo. Mais il est bien le logo avec l'oiseau à l'envers. Ah là, ouais. il est. C'est quoi l'autre logo? C'est un tournevis. Je sais plus ce que c'est En fait, exactement. ça ressemblait très fort à un logo existant et je crois que ça a posé problème. C'était Nike, c'était la virgule. Ils se sont dit merde. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, faites-vous plaisir. Je parle de Oui, mon œil du vas-y. vice. Vas-y, Dis-nous. montre-nous ton œil. Pour une fois, je ne vais pas parler d'un film, je vais parler d'une série, mais vous allez voir, c'est pas très éloigné du cinéma. En fait, c'est une série qui Il y a des existe- images aussi, Je c'est vais ça faire comme Cyril, je vais faire du teasing. C'est une série qui existe depuis 2015, qui est issue d'une franchise de cinéma créée par Sam Raimi, n'est-ce pas? C'était ce dont je voulais parler après, Non, je te c'est pas jure. vrai, Alors, je vais j'en ai trouver autre chose. Je vais que- trouver autre chose écoutez. entre temps. Non, mais c'est pas grave. Alors putain, c'est dingue. Du coup, Tout ça pour vous dire qu'on ne se concerte pas et que nous avons tous Ah, mais la je jure, surprise. j'ai vu la prévu- surprise sur son visage. J'avais là. prévu de parler de ça et j'ai fait merde, j'espère que c'est pas ça. Et
Et merde, bon vas-y fais ton truc, je trouve autre chose. Peut-être que tu vas parler de la même chose que moi, c'est que bon alors du coup cette série elle existe déjà depuis 3 saisons, donc elle se normalement se situe C'est quoi son nom après Evil tu dis Dead pas 3. encore, Ah oui pardon, c'est H versus Evil Dead, elle se situe après Evil Dead 3 et là on a déjà la saison 3. Donc c'est quand même Sam Raimi qui est derrière la prod, etc. Bruce Campbell a repris le rôle de Ash avec beaucoup de bonheur, visiblement il est très investi dans le rôle et dans le projet, même, les producteurs, dans la prod. Et en fait, je voulais juste dire aux gens qui n'aiment pas les séries, H versus Evil Dead, c'est pas une série, c'est juste des séries B de 25 minutes mises bout à bout. Et chaque épisode, il y a une espèce de séquence d'ouverture, qui est toujours hyper gore et outrancière. Et après, il y a toujours beaucoup d'humour pendant tout l'épisode. Et en fait, je voudrais vraiment parler d'un truc qui m'a marqué. Je sais pas si c'est pour ça que toi tu voulais en parler. C'est de l'épisode 2 de la saison 3. Ah non, je suis pas là moi. J'ai pas vu encore non plus. Moi, je suis qu'à l'épisode, je suis à la moitié de la saison 2 en fait. Alors, Tu as pas encore vu la scène de l'autopsie, enfin dans la morgue, si. Dans la saison 2. Je pense que la voiture maudite, j'ai vu après ça. Je pense que dans chaque saison, il y a un gros morceau de bravoure. Je pense que effectivement dans la saison 2, c'est cette scène. Elle est juste intestin et tout là. Oui, quand il s'enfile le mec sur la tête, elle est juste extraordinaire cette scène. J'en parlais quand Véronique aura fini sa rubrique. Non, mais du coup, dans la saison 3, il y a quand même une scène qui m'a beaucoup marqué, mais ne vous inquiétez pas, ça spoil rien du tout. En gros, Ash est dans une banque de sperme pour des raisons que je n'évoquerai pas tout à fait, et il cherche l'inspiration en regardant un magazine imagé, on va dire. Et l'image. Et là, il y a une photo de Cyril, c'est ça Véronique, imagé, c'est quoi je sais pas compris. Il y a une dame en photo. C'est-à-dire, je comprends pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, la dame Et en fait, la photo commence un tout petit peu à s'animer et on entend quelques notes de Take On Me de AA. Oh. Et là, on se dit, trop drôle. Et en fait, trop drôle avec l'accent, attention. Et en fait, oui, ils le font. C'est-à-dire qu'ils font une scène entière sur du AA. C'est-à-dire qu'il y a cette fausse amorce où on se dit ils vont pas le faire. Bah si, ils le font parce qu'ils font tout dans cette série. Tout est fou. Pour n'importe qui sur Terre, c'est le meilleur moyen de convaincre quelqu'un de regarder cette série. C'est ça en fait. Ça. Alors du coup, il faut pas perdre de vue que toute cette scène où il va se battre contre le magazine se passe toujours dans une banque de sperme où par ailleurs quelqu'un est possédé et donc va prendre ce qu'il a sous la main pour se battre avec Ash. Ah mais voilà. Ça c'est pompé sur Tête 2 ça. Ah bon? Ah oui, dans Tête 2, il y a une scène d'une banque de sperme où... T'as vu Tête 2 toi? Bien sûr, j'ai vu Tête 2. Et où je ne sais plus dans quel concours de circonstances, à un moment donné, Mark Wahlberg voit toute une étagère de boîtes de sperme lui tomber sur la gueule et il est recouvert de plein de spermes différents. Franchement, là, c'est beaucoup plus musical et créatif et comme dans une émission très musicale. J'étais emportée par la musique. Voilà. Donc voilà, c'était. Donc je pense que si vous voulez vous réveiller de bonne humeur, regardez cette scène avant d'aller au boulot. Avec un petit peu de sperme. Voilà. Mais c'est marrant, c'est que j'avais vu le premier épisode, d'ailleurs réalisé par Sam Raimi, au moment où c'est sorti, et j'étais comme un fou parce que c'est ma trilogie préférée d'horreur. J'adore cette saga et l'idée d'une série télé, Saga Africa, et c'est l'idée d'une série qui serait enfin cette fameuse Evil Dead 4 qu'on n'a jamais eu, ce qui d'ailleurs est quasiment la première saison de Evil Dead. Après ça part sur autre chose, mais j'avais vu ce premier épisode, j'avais peut-être vu le second, je sais plus, j'avais laissé tomber, et là, toujours pareil, comme quoi ça se suit dans notre Pifcast, via mon abonnement Netflix, j'ai pu continuer à suivre du coup Ash vs Evil Dead, et ce qui est bien, c'est que ça dure 20 minutes chaque épisode, donc en fait tu les enchaînes facilement. C'est pas répétitif, c'est pas non plus à chaque fois des trucs ouf, mais c'est vraiment plaisant, c'est l'humour pas toujours ouf, mais ça va encore, et surtout c'est très généreux en gore, c'est plein de bonnes idées tout le temps. Il y a Bassett, le mec qui avait fait Silent Hill 2 là, comment il s'appelle oui, Michael J. Bassett, c'est lui qui réalise beaucoup apparemment d'épisodes, et il est très généreux sur les effets gore prosthétiques, il y a beaucoup d'effets en réel et tout, et surtout la première saison, c'est vraiment pour un amoureux d'Evil Dead, c'est un plaisir de suivre parce que ça aurait pu être Evil Dead 4 en fait, et jamais ils n'auraient jamais eu toute la latitude qu'une série permet, c'est-à-dire en longueur et en exposition. Tous les personnages qui suivent Bruce Campbell sont vraiment bien croqués. Alors moi c'est la honte parce que je savais pas que la fille qu'on voit souvent, la sorte de nana Lucy Lawless, je savais pas que c'est Xena. Parce que j'ai jamais vu Xena de ma vie en fait. Xena. Je suis né avec un gros défaut qui s'appelle le bon goût, et j'ai jamais vu Xena en fait. Cela dit, moi j'ai dû voir un épisode et demi. T'as regardé Hercule toi plutôt, c'est ça? Non plus, et en fait je savais pas que c'était, et je me dis pourquoi il est vachement mis en avant et tout, et puis en plus c'était un peu une mille, c'est bizarre qu'ils aient mis ça et tout, tu vois, et après j'ai découvert que c'était bon, parce que j'ai reconnu par contre Ted Raimi qui apparaît et qui produit Xena machin et tout, enfin donc j'ai reconnu un peu tout ça. Et j'ai une question pour ceux qui ont vu plus loin que la moitié de la saison 2 comme moi.
j'ai l'impression que Evil Dead 3 est complètement éludé en fait dans la série. Ils en parlent jamais en fait. Il y a jamais rien qui a rapport avec Evil Dead 3 en fait. Bah, c'est quand même le début de la saison 1. Ça se situe vraiment un peu plus tard qu'il est revenu dans la ville. Il y a constamment le 1 et le 2 qui sont cités. Il y a des extraits du 1 et du 2. Ah, tu parles vraiment des citations visuelles ou des. Ouais, ou même que Ouais. tout ce qui peut se passer dans le 3, j'ai l'impression que ça n'a jamais d'influence. C'est pas impossible, ouais. Mm. Parce qu'il parle beaucoup de la cabane, de sa fiancée, Ouais. de sa sœur, etc. Parce qu'en mais- fait, je pense que les deux premiers c'était Renaissance Pictures, donc c'était la boîte de Sam Raimi, et c'était aussi Dino De Laurentiis. Je suis pas sûr. Si je crois qu'il a fait le 3. Enfin, il y a des problèmes de droit qui font que. Dino De Laurentiis, c'est le 3. Le 3, mais il a fait aussi normalement le Et 2. le 2, Il a ouais, fait le le 2 et le 2, 3, ouais. pas le premier. Et je me dis, tiens, c'est marrant, peut-être qu'ils ont pas les droits du 3, mais je me suis dit, tiens, c'est con. Le 3 n'est jamais cité du coup dans la série, mais j'ai pas été plus loin que la moitié de la Après, je l'ai saison vu qu'une fois, je pense, le 3. Donc peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, des références que tu Non, toi, mais c'est tu vas vrai, voir. il me semble qu'il n'y en a pas des masses non plus. Mais du Mais coup, je tu préfère voulais la en saison parler 2, moi, aussi. Mais enfin, on est d'accord que ce qui se passe dans la série, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de films dans lesquels on voit ça aujourd'hui. Donc c'est quand même assez transgressif. C'est un vrai plaisir là de se dire, il y a vraiment du gore hyper Mais outrancier. personne n'en parle trop de cette série, en fait, c'est bizarre parce qu'elle passe un peu sous les radars. J'entends toujours tout le monde parler des mêmes séries, les milliards de mêmes séries tout le temps. Et... T'avais vraiment un gros buzz quand la première saison a commencé. Oh, J'ai mais en l'impression France, que pas du tout, depuis. C'est diffusé sur OCS. C'est point barre, maintenant, quoi. C'est un mec de la sauce de Zombies là, qui m'avait dit tu regardes la saison 2, c'est ultra gore quoi. Ouais. Il avait je, raison, je préfère largement la 2 à la 1. En fait, la 1 s'affranchit de la saga Evil Dead et clôt du coup cette fameuse fin de. Et ça, d'ailleurs, la fin de la saison 2, la saison 1 est assez punk aussi, je dis beaucoup le mot punk, mais voilà ça. Et du coup, la saison 2 elle est assez libre, elle est libérée du coup du carcan Evil Dead et du coup part sur autre chose en fait. La 2 me fait pas mal penser à certains films de Stuart Gordon. Ouais. Ah. Et ou D'ailleurs. de Carpenter aussi, parce qu'il y a la séquence de la voiture Ouais. dans un Oui, épisode qui du est 2 qui excellente, fait très d'ailleurs. Christine et qui est vraiment très bien fait et tout. Et puis, dans la saison 2, il y a l'homme qui tombe à pic. Ah oui, c'est vrai qu'il fait le Juste, père voilà, de qui fait le père de H. Je trouve ça assez génial. l'Imager. Allez, à toi, Cyril. Donc, bon, du coup, je voulais parler pour une fois d'une série télé. Donc, et pour finir ma saga Netflix, du coup, je vous parler d'un film que j'ai vu sur Netflix aussi, mais qui n'est qu'un vaisseau parce qu'un film que j'ai vu ailleurs plein de fois, qui est Steak de Quentin Dupieux, Ah. que j'ai dû voir. En fait, je me souviens de l'avoir vu. Toi aussi, Le t'as rien moins drôle préparé. du monde. Non, mais non, tu vois. Non, aussi parce que je l'ai vu du coup grâce à Netflix, parce que le film n'est disponible qu'en DVD sur Terre en fait, et il est en HD sur Netflix. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris un moment. C'était surtout pour voir Steak en HD. Comme quoi, des fois, quand on est fan. Je me souviens avoir vu ce film-là, parce que j'aimais bien ce que faisait Quentin Dupieux. Il faisait les clips de ses propres chansons, donc Monsieur Oiseau. Et j'aime bien son univers. Et quand il a annoncé son premier film, j'ai fait tiens, c'est intéressant. Je me souviens être allé à la séance, c'était la semaine de la fête du cinéma. La salle était remplie, apparemment beaucoup de fans d'Eric Ramsey qui sont partis, mais littéralement pendant tout le long de la séance, ils partaient et quittaient la séance. J'ai regardé leur portable, ils étaient énervés par le film, et moi je me gossais, je riais, j'en pleurais de rire devant ce film. Je l'ai conseillé à plein de potes qui ne me croyaient pas au départ, qui me disaient mais non, tu hallucines et tout. Ils sont allés le voir tous et ils m'ont tous dit mais t'as raison, c'est une tuerie. Et c'est, je crois, le seul film de ma vie que j'ai vu 4 fois en une semaine. C'est quoi ces potes? Non, parce que voilà, et ce film m'a vraiment, je prends l'expression que je dis souvent, m'a rendu fou. C'était T'as vraiment. fissuré, non? J'ai pas fissuré, mais ça m'a vraiment rendu très hilar. Voilà, donc c'est quoi l'histoire? Donc c'est Eric et Ramsey, donc qui jouent, je sais plus quoi leur nom dans le film, mais en gros ils jouent deux adolescents et en fait Ramsey il se fait beaucoup emmerder à l'école et tout, et un jour il va trouver une mitraillette et il va péter un câble et tuer ses collègues. Sauf que il va réussir à faire croire que c'est Eric qui a fait le coup, et donc Eric va en prison. Et on suit donc, je sais pas, 10 ans plus tard, Eric sort de prison et il découvre le nouveau monde qui est le nôtre. Et en fait, c'est une sorte d'Uchronie, mais bizarre parce que ça ressemble vraiment à notre univers à nous. Sauf qu'il y a plein de nouveaux codes. Typiquement, dans cet univers-là, la chirurgie esthétique est vachement présente et les gens se font refaire le visage. D'ailleurs, Ramsey a un bandage tout le début du film et il dit bah non, je me suis fait refaire un nouveau visage. Et il y a tout plein de codes, un peu comme d'ailleurs, j'en parlais la dernière fois, le Jackie le royaume des filles. Il a créé un univers du pieux qui est assez fou. Il y a des façons de se dire bonjour, on dit pas bonjour, on dit bottine par exemple. Il y a un nouvel humour. D'ailleurs, je trouve que vous êtes beaucoup dans l'ancien humour ici, je tenais à vous le dire. Et le film est drôle. Et visuellement, c'est super beau. C'est tourné en pellicule. Après, d'ailleurs, Dupieux a pas été très content du tournage et a trouvé ça très très lourd. Il a préféré partir sur donc, les tournages en appareil photo. C'est vrai qu'il a fait Rubber après, qui depuis s'est un peu donné sa marque de fabrique. Mais c'est un film qu'il a fait assez librement, je trouve, qui est assez fou. Il y a plein de références. Les mecs dans le film, c'est une sorte de club de beaux gosses qui tout réussit, et Ramsey rêve d'être avec eux. Il s'appelle les Shivers, et Dupieux pour lui c'est un rapport avec un des premiers films de Cronenberg, Frisson, et donc Shivers en anglais, et donc c'est rempli de références cinématographiques. Genre quand ils veulent boire, ils boivent des litres de lait en fait, et comme si c'était de l'alcool, et ils jettent ça dans la gueule et tout quoi. Ils sont être un Shiver, c'est le top du top, c'est le rêve de Ramsey. Et il y a des séquences de fou. Ils ont un sorte de jeu entre eux qui est un mélange de baseball, mais ils jouent une sorte de gros cube blanc. Enfin, et la musique aussi, je pourrais parler de la musique parce que c'est Sébastien, Quentin Dupieux, Sébastien Tellier, qui sont des potes dans la vraie vie, qui ont fait chacun la BO, et la BO, une sorte de BO électro qui des fois
pareil expérimental et tout, qui vraiment rend encore un côté encore plus fou dans le film. Voilà, je pense que vous l'avez vu Oui. ou aimé, je sais pas. J'ai abandonné. Tu me fends le cœur, mec. Là. J'ai abandonné. J'étais avec ma femme et on. C'est un rapport Pas du tout. C'est juste qu'elle a bon goût, elle aussi, voilà. Et voilà. Et on a mis le film et puis au bout de 5 minutes. Sur Netflix? Non, c'était avant. C'est pour ça. Et il était sur Canal 7, je crois. Et on bon, au bout de 5 minutes, c'est pas très drôle quand même, mais bon, on va continuer. Au bout de 10 minutes, c'est vraiment limite atterrant. Et puis au bout d'un quart d'heure, il faut laisser tomber, on a mieux à faire. Mais c'est un humour très. Il y a des moments très malaisants, très méchants. Pourtant, j'adore l'humour absurde, l'humour absurde et nawak. C'est juste ça m'a pas fait Quand rire. on voit Eric dans l'hôpital, une fois. En fait, Eric est en prison dans un hôpital psychiatrique et on voit ce qu'il a vécu dans l'hôpital psychiatrique. Des fois, c'est limite malaisant. Non, mais moi, ça me gêne pas de tout, malaisant. C'est juste que en termes d'humour, j'adore l'humour barré. Enfin, c'est du nouvel humour. C'est pour ça que t'as pas aimé. Non, mais certainement. Juste, ça m'a jamais fait. Mais cela dit, moi, c'est pas la première fois. C'est comme tout le monde me disait, Stepfather, c'est super drôle et tout. Tu vas voir, ça va mourir de rire. Je me mets, je peux rien se regarder. À part le coup des couilles sur la batterie, franchement, ça m'a pas fait rire. Je suis peut-être difficile. Juste pour dire, moi, j'aime pas Will Ferrell et pourtant j'ai trouvé ça très 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 drôle. Mais depuis le temps que tu me bassines avec ce film, je redonnerai sa chance, rien que pour toi. Il est enregistré sur Netflix. Je sais. Je crois que quand tu nous avais déjà dit que quand tu as pris Netflix, tu l'avais fait rien que pour ça. Donc je le re-regarderai, rien que pour toi, et je te dirai à nouveau que c'est de la merde. Ah, c'est gentil, c'est cool. Ça fait plaisir. Xavier, t'as l'air d'accord? Ah bah écoute, moi j'ai été avec ce monsieur une des 4 fois où il l'a vu, donc. Ah ouais, on l'a vu ensemble. Oui, avec Laurent aussi. Qui riait à l'avance aux blagues. C'est insupportable. Laurent, pas moi. Moi je découvrais. Ouais, et t'en avais pensé quoi? Je me souviens plus. Moi j'avais adoré. Parce qu'ils ont un autre ami. Ils ont un autre ami qui s'appelle Laurent, donc. Oui, voilà. Oui, c'est pas le même. Pas le Laurent ici. Voilà. Et non, c'était génial. Moi j'ai trouvé ça absolument mortel. Moi tous les trucs, la bottines, On devrait ouvrir le Pifcast en disant bottines maintenant. Bottines, sur le forum de Zombies, on se dit bottines quand on se dit bonjour en fait, voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est Laurent qui m'avait dit que un film qui pourrait me plaire français, d'ailleurs ça pourrait correspondre avec le podcast sur le cinéma de genre français, qui est très proche de ça, c'est Buffet froid de Blier. Ouais, tout à fait. Il y a ce même type d'humour très bizarre, décalé, absurde. Effectivement, ça me fait rire. J'ai vu Buffet froid après, j'étais hilar et mort tout. de rire pendant tout le film. Si t'aimes Buffet froid, tu devrais aimer. Steak. Et en plus, je précise que j'aime bien Eric et Ramsey en plus. Mais justement, le truc qui est intéressant avec Eric et Ramsey, c'est que l'influence de Steak et de Dupieux surtout a été tellement énorme. Ils l'ont dit, ouais. Ça a modifié leur humour. Surtout Eric d'ailleurs. Ramsey moins, mais ils ont dit qu'avant ils faisaient de la merde. Ils disaient avant on était dans le four, on faisait de la merde. Là on a dans la Tour Montparnasse infernale, chef-d'œuvre. T'as une tâche piscine. Enfin merde. C'est très bien, mais c'est autre chose en fait. Enfin, c'est un autre type d'humour. Après, c'est ce qui a amené justement, c'est ce qui a amené Seul Tout. Qui vaut ce qu'il vaut. Moi, je trouve qu'il est à moitié génial. Oh, j'adore. Ouais, pour le passage avec Cœur de loup dans la voiture. Oui, c'est vrai. Pour ça. Et ultérieurement, Platane. Hein. Il n'y aurait pas eu Platane s'il n'y avait pas eu Steak. Et Problemos aussi. Voilà. Alors, ferme ta gueule. Et toi, Véronique, tu as vu le film? Alors, je l'ai vu en 2007, lors de sa sortie, ce qui nous fait donc à peu près 11 ans, n'est-ce pas? C'est vieux, mais en fait, j'avais bien aimé sans plus. Et après, j'ai vraiment beaucoup aimé les autres films qu'il a fait par la suite. Je pense que c'était son premier film, plus ou moins. Donc, je suis moins fan. En fait, c'est son premier vrai film. Avant, il y avait eu non-film. Ouais. Ah oui, c'est mais vrai. Je sais plus. Je crois qu'il y a un moyen métrage qui est avec l'argent qu'il a gagné de Monsieur Oiseau. Flatbeat. Parce que oui, c'est pour ça qu'il avait fait le clip Flatbeat avec une peluche, donc Flat Eric, qu'il avait rendu millionnaire très rapidement. Il était tout jeune, 20 ans, et il a fait grâce aux peluches qu'il a vendues dans les fêtes foraines. Donc il a fait ce non-film qui a été visible plus tard. Il l'a mis, je crois, ou il est passé sur Arte. Je sais plus comment ça s'est passé. C'est un film non fini d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est une œuvre inachevée, non fini, mais qui est très bizarre, un peu à la Steak, et tout ce qu'il a fait derrière. Mais je trouve que depuis, que ce soit Rubber, Wrong Cop ou même Réalité, ça va de mieux en mieux. C'est que Rubber c'est dur, Wrong c'est un peu moins dur, mais c'est encore dur. Enfin, ça s'améliore à chaque fois. Réalité, je trouve ça vraiment très très bien, mais c'est toujours loin de Steak, qui pourtant lui, je crois qu'il n'est pas super fier finalement. Je sais pas trop ce qu'il en pense de Steak, mais je sais pas trop non plus. Mais il a pas aimé chez le tournage, c'est ce qu'il dit toujours, mais je sais pas si finalement il aime le film. En tout cas, le film est dément, quoi. Ouais, c'est son meilleur. Eh bien, passons donc au dossier. Aujourd'hui, nous parlons du réalisateur Stuart Gordon. Donc, nous avons chacun choisi le film qu'on préfère dans sa filmographie. Mais avant de commencer, j'invoque le professeur Xavier à nous raconter. Mais qui est donc Stuart Gordon? Stuart Gordon, c'est un des réalisateurs cultissimes de la série B. Il a œuvré beaucoup dans le cinéma d'horreur, mais pas que. Donc je me permets un petit point, histoire de réhabiliter le monsieur.
Faut savoir qu'à la base, Stuart Gordon, quand il a fait ses études, il voulait faire des films déjà. Donc il se destinait à des études de réalisation. Sauf qu'il n'a pas pu les faire et il s'est réorienté. Il a fait des études pour devenir acteur. Suite à ça, en fait, c'est devenu un homme de théâtre. Et plus précisément, il s'est concentré sur un type de théâtre, un théâtre expérimental et politique, qui lui a permis, après, avec sa femme, Caroline Purdy, de créer le Organic Theatre, qui, du coup, a créé à l'époque énormément de... C'est entre le théâtre et le happening. Pour essayer de vous donner un rapport, imaginez, pour ceux qui connaissent What a Flash, What a Flash aurait pu être fait par Stuart Gordon, complètement. Par exemple, dans le Organic Theatre, une de leurs pièces qui était assez célèbre, c'est une pièce où en fait ils enfermaient littéralement le public dans une salle et commençaient à insulter, à humilier ce public. Et cette pièce ne s'arrêtait qu'à partir du moment où le public se décidait enfin à arrêter la pièce. C'est assez proche de ce qu'a pu faire De Palma. Et d'ailleurs, c'est quel film de De Palma avec De Niro? C'est pas... crotte. Oui, Greetings. Greetings, Où il y a une scène comme ça de Tout théâtre expérimental où le public se fait insulter. C'est un truc racial, je crois, avec des blacks qui inversent leur rôle avec des blancs. Et du coup, avec le Organic Theatre, il a pu rencontrer une personne qui, à l'époque, n'était pas encore très connue, qui était donc David Mamet, qui va devenir par la suite un des grands dramaturges d'Hollywood. La prisonnière très pratique pour jouer aux jeux vidéo aussi, les mamettes. Oh, j'ai pas pensé à ça, moi. Oh mon dieu, Je n'aurais jamais pensé à ça et c'est très bien, Laurent. Je plus sois. Donc, suite à son succès au théâtre, il s'est mis à la réalisation et bien qu'il ait un premier film qui s'appelle... premier film. On considère comme son premier film Bleacher Bums, qui est en fait une captation d'une de ses pièces de théâtre. Son véritable premier film est donc Reanimator en 85. Ce film, en fait, la carrière du film a vraiment explosé suite au marché du film de Cannes, qui a eu un excellent bouche à oreille. C'était un truc de fou furieux et c'est vraiment ce qui a lancé la carrière de réalisateur de Stuart Gordon. Donc par la suite, il a réalisé des films essentiellement dans le cinéma d'horreur, mais pas que. On peut noter une influence littéraire qui est quand même toujours très très présente chez lui. Il a fait énormément d'adaptations de romans ou de nouvelles. Parmi les auteurs qui reviennent le plus régulièrement, il faut citer Lovecraft. Donc quand même 4 films plus un épisode de Master of Horror. Et Edgar Allan Poe, où là il a réalisé un film plus un autre épisode de Master of Horror. Et en dehors de ça, et ça c'est le petit détail qui tue, il a aussi une carrière de scénariste. Et donc vous savez sûrement qu'il est l'auteur de Chérie, j'ai rétréci les gosses et le co-auteur du Body Snatchers de Ferrara. Voilà. Donc il a œuvré quand même pendant assez longtemps au cinéma, il n'a jamais oublié le théâtre. Et on peut quand même dire que dans ses filmographies, il est juste parmi les meilleurs films d'horreur. Là, facile, en pensant... j'ai déjà 3 films qui sont cultes, rien que dans le cinéma d'horreur. Après, je sais pas ce que vous en pensez du monsieur. Non, il est nul, je me casse. Allez, hop là. Bon, on va peut-être attaquer justement sur les films. Déjà, j'ai un souvenir personnel. Gérard May, 15e édition. Excellent jury cette année-là, Gérard May, composé de à peu près que de grandes figures du genre. Stuart Gordon était dans ce jury. Je me demande même si c'était pas lui le président du jury. Ah si, c'était lui le président, t'as raison. C'était lui le président du jury. Il y avait Jess Franco notamment cette année. Takeshi Shimizu. Voilà. Et pour les 15 ans, le festival avait organisé une soirée dans la patinoire avec un buffet de folie, de la bouffe partout. Et il y avait une soirée dansante après, mixée par Cut Killer au platine. Et donc je m'en rappellerai toujours quand même ce soir-là où tu avais donc Cut Killer qui balançait du Jackson 5 et il y avait Stuart Gordon dans un pull totalement out of this world,
très du coup dans la thématique, puisque c'était des petits rennes, des petits sapins de Noël tout bariolés sur son pull, qui dansaient comme un déglingo sur la scène sur du ABC mixé par Cut Killer. Et il y avait Takashi Shimizu qui ne lâchait jamais son caméscope, qui était autour de Stuart Gordon, qui faisait des espèces de travelling circulaire autour de lui et qui le filmait en dansant en disant Yes Stuart, yeah go Stuart. Voilà. Show me your dick, Stuart. C'était une petite vision que je garde en mémoire avec affection. Voilà. Que dire après ça? Que dire, J'ai envie d'aller patiner là, finalement. Pas vous? Peut-être qu'on peut faire les films en ordre chronologique. Du coup, je me disais, on commencerait avec Cyril, du coup. Reanimator. Chronologique. Donc, Reanimator, qui aurait pu d'ailleurs être dans le dernier Pifcast, dans les films qui mélangent humour tout à fait. Et du coup, horreur. Donc, quand on a réparti les films, on s'est dit, tiens, qui parle de quoi? Moi, j'avais hésité sur plein de films, et finalement, je me suis dit, voilà, allons aux fondamentaux. C'est le film qui m'a vraiment fait découvrir une partie de ma cinéphilie. Tu parlais de Gremlins 2, toi, quand tu as la dernière fois. Mais moi, c'est vrai que Reanimator, via les vidéoclubs, via Mad Movies, c'était un film que j'ai fantasmé beaucoup avant de le voir. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment pris une baffe monumentale. Donc, racontons l'histoire. On suit un étudiant en médecine qui tout réussit. Il sort avec la fille du doyen de la fac et tout. Et il va recevoir dans sa colocation une jeune recrue qui vient de Zurich, un Américain mais qui était à Zurich avant et qui est un peu bizarre, le Dr West. Et le Dr West, en fait, parallèlement à ses études de médecine, il est en train d'inventer un truc révolutionnaire, un sérum cérébrospinal qui permet de réanimer les morts en fait. Et donc pour pouvoir faire ses essais, il a besoin d'aller souvent à la morgue, faire des essais et tout. Et il va entraîner avec lui du coup son colocataire qui est aussi intéressé par ça, mais très vite ils vont se rendre compte que plein de problèmes vont arriver parce que quand tu ressuscites des morts, il faut s'en occuper. Ces morts sont un peu souvent furieux et tuent beaucoup de gens autour d'eux. Et voilà. Donc ça c'est le postulat de base. C'est adapté d'une nouvelle de H.P. Lovecraft qui s'appelle Le Réanimateur, si je me trompe pas. Herbert West Réanimateur. Voilà, Herbert West Réanimateur. Et c'est d'ailleurs grâce à ce film que je me suis intéressé à Lovecraft à l'époque parce que je voyais son nom souvent cité, que ce soit donc pour From Beyond, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, Réanimateur et d'autres films, et même le Necronomicon de Evil Dead a été lié à Lovecraft. Et donc c'est grâce à ce film-là que je me suis intéressé à ça à l'époque. Et c'est vrai que ce film-là, pour moi, c'est la quintessence de tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire c'est outrancier au possible, c'est-à-dire que c'est très 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 gore, mais dans le sens de gore, c'est très graphique. Il y a des têtes découpées, des corps mutilés, en veux-tu, en voilà. C'est très 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 drôle. Il y a des séquences folles comme un intestin qui attaque des gens. Il y a la fameuse scène du cunilingus via tête coupée qui a rendu célèbre Barbara Crampton, une des scream queens du cinéma fantastique. Le film a une sorte de patte visuelle, je sais pas si c'est un beau film ou un film moche, mais il a une sorte de patte très années 80. Ça a été produit, et ça on en parlera sûrement après, par la société Empire, société de Charles Band, qui à l'époque a été un bon pourvoyeur de films fantastiques dans les années 80. D'ailleurs c'est son frère Richard Band qui fait la musique, qui est un décalque du thème de Psychose. Ah bon? Ça se voit pas. Mais qui est très marquant. Plutôt bien fichu. Tout bien fichu. Et d'ailleurs, tout le générique du film, c'est plein de sketchs issus de livres de médecine avec des corps, avec les plans de coupe, machin et tout, qui, sur cette musique-là qui apparaît. Et dès le début, on est pris dans le truc et tout. D'ailleurs, la séquence d'un truc qui se passe à Zurich, où on voit quelqu'un qui devient fou, un professeur, et qui s'enfonce les doigts dans les yeux, les pouces, et qui s'explose les yeux. Ça commence comme ça et voilà. Donc ce film est fou. C'est à la fois des acteurs, donc Jeffrey Combs, un habitué de Stuart Gordon, c'est un peu le Bruce Campbell de Stuart Gordon, qui joue le rôle du Dr West, qui est dingo, et surtout ce sérum qui est jaune fluo, qui est un truc emblématique. Si on doit citer des fois quelque chose d'emblématique du cinéma fantastique ou d'horreur, tu montres à quelqu'un qui du milieu, tu lui montres cette petite couleur jaune fluo, tout de suite il fait je vois de quoi tu parles. Et voilà, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur ce film, c'est que c'est un film pour moi emblématique de l'horreur que j'aime, l'horreur festive. Oui, quand tu penses cinéma d'horreur des années 80, tu penses à 3-4 films et tu penses parmi eux immanquablement à Reanimator, quoi. C'est juste c'est une pierre angulaire de notre cinéphilie, comme tu dis, c'est tout ce qu'on aime, c'est très méchant, c'est très gore, c'est un petit peu cul, c'est fou surtout en fait, ces genres de films où quand la scène suivante débarque, tu te dis putain, mais je pensais pas que ça allait aussi loin. Il y a encore celle d'après et tout. C'est vrai que c'est une espèce de gradation non-stop, de folie furieuse qui emporte tout sur son passage, et pour un premier film c'est juste barge.
Enfin, quand tu dis que c'est une première mise en scène de fiction, puisqu'il il a fait cette captation de théâtre avant. Puis le film a un côté théâtral, il y a un côté happening. Tu sens que pour chaque scène, il se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire pour. À chaque tableau, il y a la maison, il y a la morgue, il y a vraiment. Tu te dis, c'est limite. Et on y revient souvent d'ailleurs, c'est des plateaux, on revient souvent en fait dans le film. Tout à fait. Ça tourne vraiment sur 3-4 unités de lieu, mais. What a film. Et d'ailleurs, il y a eu des suites, il y a eu 2 suites, La fiancée de Reanimator et Beyond Reanimator, qui sont plus du tout de Stuart Gordon, qui sont réalisés par Ryan Usna, qui avait produit, d'ailleurs, c'est aussi intéressant de parler de Reanimator, c'est le tandem Usna et Gordon, et on va beaucoup en parler aussi après, parce que c'est indissociable, et c'est Usna du coup qui réalise les suites. Et elles sont sympas, les suites, je les aime bien, mais bizarrement, elles n'arrivent pas à la quintessence que propose le premier. Peut-être qu'il y a l'effet de surprise en moins. Pourtant, le 2 est rigolo, parce qu'il y a il mélange des corps entre eux, il mélange 2 doigts, un œil, il fait une nouvelle matière. Voilà, Puis dans le 3, il y a une bite. Le 3, il y a la bite, effectivement. Mais c'est tout. Il est très cool, le 3, mais voilà, c'est pas le niveau de. Après, Usna, c'est pas Gordon. Voilà, Usna, c'est pas Gordon, mais par contre. On aime bien Usna. Non, on aime bien Usna, ça, on peut pas dire le contraire. Gordon. Mais ce qu'il y a de très intéressant, en fait, dans le cinéma sur Gordon, c'est sûrement le réalisateur qui a le mieux su retranscrire du Lovecraft à l'écran. Alors que ça n'a à peu près rien à voir avec les histoires d'origine. Alors que voilà, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'origine. Sauf Dagon, dont on va parler bien sûr. Ouais, à la limite Dagon. Mais en fait, pour Herbert West Reanimator, finalement, le film le plus proche de la nouvelle, c'est le 2. C'est le film le plus proche, où tu as des scènes littéralement du bouquin qui vont être retranscrites à l'écran. Mais en fait, ça c'est assez récurrent de son cinéma sur Gordon, que ce soit Reanimator, From Beyond, Dagon, Castle Freak. Il réussit à chaque fois à retransposer l'ambiance de Lovecraft, mais sans véritablement adapter le livre. C'est assez dingue, quoi. Perso, je trouve que dans Reanimator, c'est celui où on est vraiment le plus loin de Lovecraft. C'est quoi la différence pour quelqu'un du coup j'ai pas lu la nouvelle, qu'est-ce qui diffère finalement les malins, pas lu depuis une éternité celle-ci. Non mais pareil, ça fait super longtemps. Il s'appelle pas West, il s'appelle Est. non, par exemple, c'est jamais gore Lovecraft. C'est jamais gore, non. Juste si tu veux tout le côté humour, gore, cul, jamais tu trouverais ça dans les bouquins de Lovecraft. C'est l'idée de base, mais après voilà. En fait, globalement, tu vas suivre un homme qui fait des expériences pour réanimer des corps et en fait, si je me souviens bien, après il va essayer de les détruire ou de les enterrer, et à la fin du bouquin, en fait, tous les corps vont revenir pour aller vers leur créateur. Voilà. Et moi, vous avez à peu près tout dit sur ce film, mais je ferai quand même une petite pif connexion, puisqu'on a diffusé ce film en séance culte en 2013. Oui, j'étais très content. Et juste pour finir, très belle affiche française avec une tagline. À l'époque, les taglines étaient mythiques. Là, c'est « Il se prend pour Dieu, mais Dieu a horreur de la concurrence ». Voilà, j'adore cette tagline. Et moi, je rajouterais juste un petit détail technique pour le voir dans les meilleures conditions. Sachez qu'il y a plusieurs montages de Reanimator, il y en a 3. Il faut vraiment regarder la version uncut qui doit faire 105 minutes. Je crois que ça va sortir cette année chez Ecstasy of Film, je crois, en Blu-ray. Ou si c'est pas déjà sorti, je sais plus. Non, ça va sortir. Ça va sortir. Voilà. Et apparemment, il y aura tous les montages dedans. Logiquement. Voilà. Parce qu'il y avait eu la première très belle édition Zone 1 qui était sortie dans un coffret fluo Empire. Il y avait déjà ce bon montage, il me semble. Je crois que je l'ai aussi. Hein. Si, il a déjà été édité aux États-Unis. Ouais. C'est un film que je pense que la plupart d'entre nous ont 2 à 3 fois dans leur collection. Ouais, c'est ça. C'est le genre de film qu'on est prêt à racheter, il n'y a pas de problème. Du coup, et donc ensuite, ce sera moi. Alors, je suis obligé de vous parler de 2 films, mais vous allez comprendre pourquoi. Quel gourmand, mais quel gourmand. Non, il y en a un que je vais plus développer que l'autre. Si vous regardez la filmographie de Stuart Gordon, logiquement vous vous rendrez compte que le film dont je vais parler, Les Poupées, Dolls, est son 3e film, son 3e vrai film. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai. En fait, techniquement, Les Poupées a été fait après Reanimator, étant donné qu'il y a beaucoup d'effets d'image par image avec les poupées. Stop motion. Voilà, merci, je ne trouve plus mes mots. Une fois que ça prend beaucoup de temps, et en fait tout le temps nécessaire pour toutes les scènes de poupées, ça lui a permis de faire From Beyond à côté. Voilà, c'était juste l'aparté, je ne parlerai pas plus de From Beyond. C'est dommage d'ailleurs. On verra. On n'en parle pas d'ailleurs de From Beyond. On peut. Ça, c'est quelque chose. Hein, ah, oui. Bah écoutez, From Beyond, du coup, c'est une autre. C'est pas ton film. Non, du tout. Non, c'est sa par contre, c'est sa vraie 2e adaptation de Lovecraft, avec à nouveau Barbara Crampton et Jeffrey Combs. Ken Foree aussi qui apparaît. Ken Foree, effectivement. Ce film. Alors,
Alors pour moi, c'est indissociable de Reanimator. Pour moi, ces deux films, c'est ces deux films les plus fous, les plus gore, les effets prosthétiques. Non mais Ce film est merde, mais c'est C'est fou en gros quoi. quelqu'un qui arrive en une machine qui permet d'aller dans l'au-delà. C'est Exactement. pas le titre français, c'est pas. From Beyond aux Les portes de portes de l'au-delà. l'au-delà. L'au-delà, voilà. Voilà. Et en fait, t'as un scientifique qui a créé ce système. Et en fait, si je me souviens bien, Ah mais c'est là la glande pinéale, c'est pas Oui. dans Reanimator, je dis une connerie tout à l'heure. non, Oui, la c'est- glande pinéale, Et c'est j'en parlais d'ailleurs c'est dans From Beyond. Dr Alien aussi, dans un Ouais. précédent podcast. Et dans les Snorkies aussi. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Non, mais elle a raison, Véronique, c'est dans les Ouais, Snorkies ouais. aussi. Et, Il s'inspire de From Beyond. Les Snorkies. Et en fait, donc From Beyond, voilà, on va suivre un groupe de gens qui vont aller voir le scientifique qui a créé ce device. Et en fait, on va arriver dans un univers qui va mélanger la mort, le sadomasochisme, la Barbara. sexualité est très importante. Et donc Barbara Crampton qui là, bon bah voilà quoi, en tenue SM, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour regarder le film quoi, je sais pas. C'est génial cette séquence. Et pour moi c'est un des films les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie. Non mais exactement. C'est vraiment comme on n'est plus dans le cadre zombie réanimé où finalement même si Reanimator c'est un film fou, finalement ce qui se passe au-delà des excentricités à l'intérieur des scènes, globalement c'est quand même des cadavres qui reviennent à la vie qui vont foutre le dawa. Là dans From Beyond, du début à la fin, tu te dis mais c'est quoi c'est quoi Déjà, déjà part où il voit des poissons qui volent. Oui, ça, ouais. mais c'est fou, c'est totalement. Et en fou. fait, du coup, Jeffrey Combs c'est le savant, et il devient complètement chauve. Et il a c'est donc la glande pinéale. Apparemment, c'est donc une sorte de glande qui C'est une glande entre dans le les deux cerveau, yeux, voilà, mais qui va devenir tellement grosse imaginez qu'elle un va sortir serpent, de son un crâne et serpent ça qui fait sort son une sorte de tentacule et tout. Enfin, Rien que cet effet-là, c'est l'affiche d'ailleurs, c'est une image emblématique du film. Et pareil, il y a des mutations, il y a une sorte de rival. Je crois que c'est d'ailleurs le doyen du Reanimator qui vient et qui devient muté, sa chair se mélange avec un autre gars et il y a des effets prosthétiques ouf. Alors je sais pas qui c'est qui a fait ça. C'est pas Screaming Mad Joe. Ah, je verrais pourrait bien, être- ça ressemble à du Ça ressemble, Screaming parce que Major. ça ressemble à, en plus il traînait à l'époque avec eux, c'est lui qui a fait Society pour Brian Mais Wilson. justement, Donc, t'aurais pas eu Society Ouais, c'est clair. s'il n'y avait pas eu ce From serait Beyond. pas faux, je ça pense c'est que sûr. ça lui ressemble le côté Ah, à travail fond, sur la à chair fond. humaine et tout qui est assez, Cette chair, t'as l'impression qu'elle est entre tirée ou fondue. Non, c'est vraiment important. on fait le fact-checking en même temps. Ouais. Voilà. Et Mais donc bon. Dolls. Et donc, je vais vous parler de Dolls. Alors, Dolls, c'est un film qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est une de mes Madeleines de Proust. J'adore ce film. Dolls, les poupées en Les français. poupées en français, exactement. Donc, en fait, par un soir d'orage, on va avoir une famille, donc une petite fille qui voyage en voiture avec son père et sa belle-mère, qui évidemment la déteste, la marâtre. Le père aussi d'ailleurs, c'est un bon Oui, connard. lui après, aussi. on apprend que le père aussi est un connard, il déteste sa fille. Et ils vont tomber en panne. Ah, je sens qu'il y a un check fait. Voilà. Vas-y. C'est John. Non, vas-y. C'est John Carl Buechler Ah. et Gabe Bartalos. Ah, Gazaros, qui est Voilà. putain devenu un réalisateur aussi. Voilà, tout à fait. Skin Deep par exemple. Oui. Voilà. Et donc, du coup, cette petite famille, en plein orage, va tomber en panne. Et en allant chercher de l'aide, ils vont tomber sur une maison qui a l'air inhabitée. Ils vont rentrer par la cave pour essayer de s'abriter de l'orage. Et là, ils vont se faire surprendre par le propriétaire des lieux, qui est un vieil homme qui fabrique des jouets. Il vit ici avec sa femme et toute une multitude de poupées. Au fur et à mesure de la nuit, alors qu'ils se réchauffent un peu, ils vont être rejoints par un jeune homme qui a un esprit, on va dire, un peu enfantin. Il n'est pas débile, il est encore fasciné par tout ce qui touche à l'enfance. Et deux petites nanas punk, un peu dans le style Madonna de l'époque, qui elles, par contre, sont là pour piquer tout ce qui est intérieur de la baraque. La nuit va tomber, tout le monde va se coucher, les nanas vont essayer de voler des choses, et là, on va se rendre compte de ce qu'il y a dans la maison, et que les poupées sont vivantes. Voilà, donc ce film, en fait, est très particulier, je trouve, dans la filmographie de Stuart Gordon, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans sa filmographie, il a beaucoup de changements de ton. Il a fait à la fois du film d'horreur, de la science-fiction, du film noir, mais pour moi, c'est le seul conte qu'il ait réalisé. On est dans de l'horreur, oui, plus de l'épouvante même, je dirais, mais il y a un côté vraiment féerique, puis un petit côté cinéma à l'ancienne, que moi, personnellement, je trouve vraiment touchant. Un peu Hammer aussi, d'un point de vue de la un peu Hammer, tessiture de la photo. et comme j'ai déjà dit dans un pifcast, j'adore la Hammer. T'adores MC C'est, Hammer aussi. Non, ça par contre non. Et, Hammer, t'aimes bien et donc du coup, Les Poupées est un film que je trouve assez
plutôt méconnu. Parce que très souvent, les personnes ne l'ont pas vu. Par contre, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui a vu ce film, à chaque fois, ils sont fous, quoi. Et à chaque fois, ils me disent mais ouais, mais j'adore ce film et tout. Et d'ailleurs, Hallucination collective, j'aime bien faire la pub d'Hallucination collective. On l'a passé. Ouais. Vous l'avez passé et je me souviens du nombre de personnes qui étaient en train de dire mais putain, ouais, mais le voir sur grand écran, mais je me déplace On avait que fait pour une ça, thématique quoi. Empire en passant Fou à tuer, des poupées et Psychovision. Terrorvision. L'excellent Terrorvision. Ouais. Et donc du coup, pour rebondir sur Empire, il faut savoir que Charles Band à la base voulait avoir un nouveau réanimateur avec des poupées. Et l'idée de base, en fait, était juste tout simplement de faire un film avec une poupée tueuse qui aurait dû s'appeler The Doll. Ils avaient même créé une affiche qui est l'affiche définitive, en fait. Souvent, en fait, il faut expliquer, c'est que Barnes, que ce soit avec Empire ou plus tard Full Moon, il demandait à ses créatifs de trouver d'abord des affiches, exactement, de montrer ça au marché du film et voir qu'est-ce qui plaisait le plus aux acheteurs, et après de fabriquer le film derrière pour de vrai. Voilà, et justement, c'est quand même dingo, quand même. Et donc justement, dans le principe de The Doll, qui était donc d'avoir une poupée tueuse, ils avaient donc créé cette affiche particulière. On voit cette poupée qui tient un œil dans chaque main. Et du coup, quand Stuart Gordon a été sur le projet et a modifié le film pour devenir les poupées, l'affiche, elle, n'a pas été modifiée. Par contre, il avait pour consigne absolue d'avoir une scène en rapport avec cette affiche. Elle est vachement rajoutée d'ailleurs, en plus. Elle fait un peu rajouter la scène. Elle fait un peu rajouter, mais elle est quand même efficace. Hein. Moi, elle marche bien, puisqu'en plus, elle est... C'est une des nanas... exactement. Nana, quoi, ça, elle est dans le processus de se transformer elle-même en poupée, puisque c'est le twist du film. Du coup, voilà, j'ai un peu spoilé, où les poupées, en fait, sont des êtres humains réduits... à l'état de poupée parce qu'ils sont punis pour ne plus avoir leur âme d'enfant. J'imagine que c'est pas précisé si toutes les poupées qui sont déjà dans la maison ont été punies pour la même raison, mais en tout cas visiblement c'est un peu le leitmotiv de ce vieux couple, tout à fait. De punir les adultes qui n'ont plus leur âme d'enfant. Mais du coup oui, cette scène, voilà, elle est justement elle est encore à sa taille adulte, mais elle a le visage de cire et elle penche la tête et ses deux yeux tombent et elle les ramasse et elle les tient à côté de ses orbites vides. Et moi, gamin, cette affiche m'a vraiment, dans les vidéoclubs, m'intéressait vachement. J'ai mis très, très longtemps à voir le film, en fait, parce que des fois, tu le trouves pas forcément et tout. Et j'étais un poil déçu par rapport à l'attente que j'en avais, parce que c'était pas un truc à la Chucky, justement, avec une poupée tueuse. C'est autre chose, en fait. C'est autre chose. C'est pas que j'étais déçu parce que c'était nul, mais c'est parce que c'était pas le film que j'attendais. Et ce qui est rigolo à voir, c'est qu'avec Charles Band, c'est vraiment une obsession, parce qu'en fait, plus tard, il lance ça via Full Moon, la série des Puppet Master, où il y avait plein de petites poupées qui tuaient les gens. Et là, ça ressemblait déjà plus à ce que t'attendais. Et moi j'ai vu d'ailleurs les Puppet Master avant de voir The Doll, enfin avant de voir Dolls. Ah ouais, mais bon, oui, forcément. Ouais. Voilà, mais c'est génial Dolls. Hein. La musique est top et tout, vraiment les effets spéciaux. Pour moi, Dolls c'est le meilleur film de poupée tueuse. C'est le meilleur. Voilà, mais c'est pas vraiment un film de poupée tueuse. C'est pas un slasher avec une poupée. En fait, mais je suis d'accord, ça l'est pas vraiment. Ça reste un film de poupée tueuse. Oui, juste pas le côté. Même. Voilà, et c'est pas le côté. Il y a plus que ça en fait. Ouais. Et du coup, juste petit détail technique, donc la femme de Stuart Gordon joue la marâtre. Et donc, il faut savoir que vous en doutez, elle va mourir. Hein, je ne spoil rien. C'est le personnage qui est destiné à mourir. La nouvelle femme du gars, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, il faut savoir que Stuart Gordon a l'habitude, en fait, de faire jouer sa femme et de la tuer. Sympa. Voilà, c'est très sympa. Mais les effets spéciaux du film sont... Alors, à part un plan qui, à chaque fois que je vois le film, me fait grincer des dents. À un moment donné, il y a une poupée qui surgit d'un coin du cadre et tu vois que c'est un bâton. Oui. Avec une poupée au bout. Ouais, voilà, à chaque fois, ça m'emmerde parce que le film est tellement bien fichu. Que les poupées sont vraies, qu'elles fonctionnent vraiment, Laurent. Il faut grandir un peu quand même. Hein. Le film est tellement bien fichu à ce niveau-là que ce plan m'attriste en fait pour le film. Je crois qu'ils ont mis presque un an pour faire les effets spéciaux des poupées. Et ayant revu le film très récemment, pas pour préparer ce pifcast, pour faire bosser sur un autre truc, mais bon, du coup, ça tombait bien. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que la stop motion a été fait en vidéo dans le film. C'est possible, c'est possible. Parce que toutes les séquences d'animation ont un grain extrêmement différent du reste du film, ce qui en même temps donne aux poupées un surcroît de vie très troublant, parce que du coup c'est beaucoup plus fluide que de la stop motion qu'on était habitué à voir jusque-là. Mais même quand c'est pas la stop motion, quand c'est des animatroniques, je trouve que c'est les poupées les plus flippantes qu'on ait vues au cinéma. Quand elles sourient, putain, elle file la chair de poule, ces petites merdes. La chiasse. Non, mais du coup, après le film, je tiens aussi à préciser qu'il est assez court et pour en revenir un peu sur Charles Band, il avait quand même bien poussé pour que le film soit plus gore et plus agressif.
Il y a même des scènes gore qui ont été tournées, dont une scène où il y avait une des poupées qui arrachait carrément un intestin. En fait, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, que ce n'était pas le film. Oui, c'est too much, quoi. Voilà. Après, il y a quelques petits détails. Oui, non, mais il y a quand même un peu de gore. Puis il y a une petite morale quand même à la fin. Mais oui, mais justement, c'est là le truc, c'est que vraiment, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un conte. C'est un vrai conte. Mais d'ailleurs, si tu le regardes pas comme ça, il y a quand même plein de trucs dans le film qui passent pas, notamment la fin. Oui, c'est sûr, putain, c'est sûr. Il faut vraiment le voir comme un conte. Par contre, je trouve juste que ça joue pas toujours très bien. Non, ça, je suis d'accord. Et Peut-être le défaut du film. petit détail, une des deux punks, mais ça, c'est Véronique qui m'y a fait penser. Parce que je suis punk. Non, parce que D'ailleurs, t'aurais pu mettre un petit peu de rose sur cette crête là. Parce que l'une des deux punks, cette actrice, a joué dans un clip d'un groupe que tu as cité De tout Moloko. à l'heure. Non, Ah. c'est la fille de Take On Me. What? Mais tout est parfait. C'est laquelle? Ah. C'est la bonne aux cheveux La courts. fille, quoi. C'est Ou c'est la celle, blonde. c'est celle avec les yeux. Ah. C'est la blonde Voilà. alors. Ok. Putain, Voilà. que dire? Ok, tout est lié. J'aime bien Dolls, mais c'est quand même Dagon, mon film préféré. Dagon. Alors juste, j'étais surpris Oui. parce que pour moi, c'est pas lui qui a fait la vie de Bruce Lee. Pourquoi j'ai voulu regarder le film avant et j'ai pas compris. Toi. C'est pas sûr. Moi, je comprends pas cette. Ah, d'accord. Dagon, la vie de Bruce Lee. Ah putain, d'accord, mais quel con. Non, ça date de 2001 pour le coup, donc on fait un petit bond dans le temps. C'est un film espagnol, puisque c'est un des 9 films, Putain. produits par la Fantastic Factory, donc qui était cette boîte de prod qui a été initiée justement par Brian Yuzna. Accroché à Filmax. Et voilà, qui était à l'initiative de Filmax aussi, et qui devait produire des films fantastiques et d'horreur à petit budget, mais qui dès 2007 s'est arrêté. Donc du coup en 2001 ils ont produit Dagon, donc c'est une bonne nouvelle puisque c'est mon film préféré de Stuart Gordon. Ça peut. C'est adapté de Lovecraft encore une fois, donc de toute façon Gordon dit clairement qu'il aime beaucoup Lovecraft et qu'en plus l'œuvre de Lovecraft est tombée dans le domaine public, donc du coup c'est quand même pratique en termes d'adaptation. Cela dit, pour une œuvre tombée dans le domaine public, il n'y a pas tant de films. Ouais, mais c'est dur. Hein. Lovecraft, Lovecraft, c'est dur, ouais. c'est- On attend voilà. encore le vrai bon film Lovecraft. Ouais. Et donc c'est principalement adapté de la nouvelle qui s'appelle Le Cauchemar d'Innsmouth, qui date de 1936, même si le titre vient d'une autre nouvelle qui date de 1917, qui s'appelle Dagon, donc du coup, et qui fait un peu plus référence à la première partie du film. Donc le début du film, en fait, c'est un couple deux couples qui sont sur un bateau. On dirait une blague. Du coup, donc il y a Paul qui est joué par Ezra Goden, qui en fait est sur ce bateau avec sa compagne Barbara, mais qui n'est pas Barbara Crampton. Malheureusement. Dommage. Mais qui s'appelle la comédienne c'est Raquel Meronio, mais Bien qui conservé d'ailleurs Barbara Crampton. Pardon. Mais Je l'ai vu cet été au Fright Fest. mais Raquel aussi, elle a son compte Instagram, je l'ai stalké et ça se passe bien. Tu me donneras l'adresse vite fait. Et donc, alors lui, Paul, il fait des rêves récurrents dans lesquels il se voit nager sous l'eau auprès d'un grand trou, un gouffre, on va dire, sur lequel est dessiné un étrange logo, on va dire, et dans lequel il rencontre une sirène un petit peu dangereuse mais sexy. Et alors qu'ils sont sur le voilier d'un couple d'amis, ils font naufrage et ils vont chercher de l'aide sur le port du petit village qui se trouve là. Et on va s'apercevoir que les habitants en fait vouent un culte. C'est une genre de secte qui voue un culte à Dagon, donc une divinité marine, sous-marine, donc païenne. Voilà. Et évidemment, ils vont essayer d'attraper Paul et sa compagne pour faire je ne sais quoi. Enfin, on va le savoir à la fin, mais... alors en fait, je vais juste évacuer tout de suite le problème majeur du film, qui est ses effets spéciaux numériques, puisque c'est une catastrophe, mais complètement, quoi. Enfin, c'est vraiment horrible, ça fait vraiment mal aux yeux. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais voilà. aussi. Mais ça m'empêche pas de quand même aimer le film, c'est dire si le film est vraiment bon. Par contre, encore une fois, les maquillages sont vraiment hyper bien. Enfin, je trouve que pour le coup, ça a pas du tout vieilli. Et en fait, derrière, il y a David Marty qui après a fait le labyrinthe de Pan, donc c'est pas un hasard. C'est pas del Toro. Les effets spéciaux. Et en fait, ce qui est bien dans ce film, c'est que comme tu disais, adapter Lovecraft, visiblement, c'est compliqué de le faire de manière sérieuse. Là, encore une fois, c'est plutôt sur le ton de la comédie, donc notamment par ce personnage de Paul qui est quand même un loser absolu et qui ne fait que prendre des mauvaises décisions. Mais là où Stuart Gordon est hyper fort, c'est qu'il fait de tous ces mauvais choix que va faire son personnage principal et qui peuvent être risibles dans un premier temps, des leviers pour faire monter l'angoisse, en fait.
Et donc, à ce titre, je vais quand même vous raconter une des scènes qui est pour moi la plus drôle et la plus vraiment emblématique de ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, à un moment donné, Paul est poursuivi par les villageois qui sont donc en train tous de se transformer. En plus, il y a diverses étapes de transformation. Ils sont en train de se transformer en créatures aquatiques. Donc, c'est très inventif. Ils ont tous des choses bizarres et comme ils sont à divers stades, c'est pas pareil. Et donc ils le poursuivent. Sa réaction, c'est quoi? C'est ce qu'on dit toujours dans les films, non, ne pas monter à l'étage. Il monte à l'étage et il va se réfugier dans sa chambre d'hôtel. Et en fermant la porte, il s'aperçoit qu'il n'y a plus de verrou sur la porte. C'est-à-dire qu'on voit bien la forme sur la peinture. Il y a eu un verrou, mais il n'y en a plus. Et son réflexe, c'est quoi? C'est de dévisser le verrou qui est sur la porte de sa salle de bain pour le revisser sur le verrou de sa porte de chambre. Donc c'est quand même la pire décision possible, c'est-à-dire que tu gagnerais plus de temps à courir pour aller plus loin, sauter par la fenêtre ou je ne sais quoi. Non, lui, il envisage de dévisser. Moi, j'aurais fait ça, moi. Non, c'est vrai en plus. Et donc, en fait, là, sur le moment, on se dit, mais qu'il est con. En fait, c'est notre réaction, donc on rigole, on se dit qu'il est con. Et en fait, ça fait monter la tension de ouf. Et on est là, mais vite, les villageois arrivent, et ils arrivent. Et du coup, c'est vraiment un moyen, en fait, de transformer une situation comique en angoisse et en peur. Et quand même, il réussit vraiment, je trouve, dans Dagon, à toujours être entre les deux. Si fut, tu veux qu'il ait fait un verrou. Ok, les gars, super. Et du coup, je me suis posé la question concernant, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, par rapport aux adaptations de Lovecraft qui tournent toujours à l'humour. Est-ce que c'est pas parce que tout ce qu'il décrit est tellement grotesque que de toute façon, le passer en image, c'est forcément absurde, enfin, c'est forcément risible. En fait, Lovecraft, le problème et la force, finalement, c'est comme généralement les héros s'évanouissent devant une horreur, ouais. tu ne fais que entrevoir l'horreur, tu as juste des petits détails de ci, de là, et en fait, la force de Lovecraft, c'est de faire jouer ton imaginaire à mort. Donc en gros, pour faire une bonne adaptation de Lovecraft, c'est soit tu montres rien, ou soit tu arrives à faire plus fort que l'imagination cumulée de toutes les personnes de la planète. Donc c'est un peu compliqué. Frambjörn, par exemple, n'est pas drôle, par exemple. Oh, quand même, c'est un peu loufoque, non? C'est grotesque. C'est grotesque. C'est grotesque. C'est pas ouvertement drôle. Moi, j'ai pas revu Dagon depuis longtemps. J'aime beaucoup. Je l'ai vu 2 fois. Dans mon souvenir, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que je ne me rappelle pas de l'aspect comédie du film. Pour moi, dans mon souvenir, c'est un film super sérieux. Et c'est même pour ça que je trouvais qu'en plus, c'était peut-être l'adaptation de Lovecraft la plus réussie finalement de Gordon et même globalement les adaptations de Lovecraft. C'est parce que dans mon esprit, elle est vachement sérieuse. Et pourtant. Et vous confirmez, c'est sérieux, mais en fait, il y a des passages qui sont tellement bizarroïdes. Le coup du verrou, t'es devant, tu fais quoi? Il y a le passage dans le bateau. Mais rien que dans la première scène dans le bateau, il y a quand même sa meuf qui est quand même canonissime, là, Raquel, là, elle lui propose de lui faire une gâterie, le gars dit non, quoi. En même temps, je veux dire. Genre, il veut regarder ses comptes sur son ordinateur. Il a raison, je veux dire, à un moment donné, t'as des problèmes de pognon, donc t'as peut-être pas envie de bander. Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais. Après, et en fait, il enfile les passages obligés, par exemple. Attention, Gabriel. Attention. Tu vas se faire un chemin glissant. Et juste, donc, il y a une grosse référence. Je pense que Guillermo del Toro a copié ce film pour The Shape of Water. Vous verrez, une grosse référence. Et par ailleurs, pour les petits coquinous, Raquel, comment s'appelle-t-elle? Elle balance son Instagram. Méronio, on la voit en full intégrale, walpé à la fin, dans une super scène quand même, qui est quand même assez ouf. Paye ta chatte, comme on dit dans le milieu. Malgré toujours les effets spéciaux qui sont minables. Ouais, moi je me rappelle la scène de fin, était vraiment marquante. Bravo. Ouais. Mais pas pour. Je ne me rappelais même pas qu'elle était. Non, par contre, je me rappelle d'une scène très Lovecraftienne pour le coup. Oui, oui, totalement. Voilà, en fait. Et dedans, il y a aussi Francisco Rabal. Oui. Voilà, qui est un très très grand acteur, qui justement joue le rôle du fou du village qui va apprendre la réalité sur le lieu. Enfin, oui, vous l'avez vu 12 milliards de fois. Et Francisco Rabal, il le fait super bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est son dernier film, Francisco Rabal. Je crois qu'il est mort après. Oui. Et il a rabalé. Et il y a aussi Macarena Gomez. Macarena Gomez. Hey, Macarena. On enchaîne avec le dernier film. Vas-y, enchaîne. Qui est le film suivant, donc de Stuart Gordon, qu'il a fait après Dagon. Et qui n'a rien à voir avec Dagon. C'est peut-être le vrai grand tournant dans la carrière de Stuart Gordon. C'est le moment où il se dit, bon, allez, là, je fais autre chose. Et il entame sa trilogie de l'horreur sociale. Donc il commence avec ce film qui s'appelle King of the Ants, qui a été tourné en 2003, et qu'il continuera donc cette trilogie avec Edmond en 2005 et avec Stuck en 2007. 3 bombes.
3 bombes. 3 bombes et Edmond justement c'est Mamette. c'est le retour de Tout à Mamette. Voilà. Et on joue mieux aux jeux vidéo avec des bods. Mamette. Non, j'allais dire Mamette revient aux manettes. Oh là, C'était mieux. vas-y, Franchement, j'ai continue. foiré parce que la scène était vachement bien en fait. Finalement, j'ai foiré le truc et tout. King of the Ants, de quoi ça parle Déjà, si tu peux évacuer le fait que ce n'est pas un film d'attaque animale. Voilà, il y a des fourmis dans le film. Il y a une référence là. Parce mais- que, juste, Oui. Il y a ça une fait phrase. mourir depuis des années, c'est que, je vais te laisser Vas-y, vas-y. c'est que pendant très longtemps en France, il y avait une édition double DVD avec un Oui, film de c'est monstres vrai, genre c'est vrai. Tix et King of the Ants. Je pense que les mecs avaient acheté le film sans savoir ce que c'était. Vas-y, C'est fais-moi ça, ça ouais. avec un monstre, une histoire de monstre, des bestioles et tout, et moi King of the Ants, alors que le film a, Ouais. il y a pas d'attaque animale. Surtout que l'affiche c'est un visage sans yeux, sans trait distinctif, couturé de cicatrices avec des fourmis partout. Donc, Ouais. Et les mecs ont voilà. fait au marketing, oh vas-y, filme-moi ça avec un Razorback et tout, ça va le C'est faire parfait. et tout, et puis voilà. Bon, c'est juste la partie qui va toujours ouais, fait marrer. non, mais tu as eu raison de préciser. C'est tiré d'un livre de Charlie Hixon, qui est aussi, je crois, scénariste pour la télé, qui est anglais. Le film, d'ailleurs, à la base, se passe en Angleterre, alors que le film se déroule en Californie. Ça parle d'un jeune loser qui accumule des petits boulots pour vivre et qui un jour tombe sous la coupe d'une espèce de petit magouilleur qui va le présenter à un promoteur immobilier qui va lui... Et donc ce promoteur immobilier pété de thunes va proposer à notre petit loser de bosser pour lui. Et il va lui demander de surveiller un homme qui est quelqu'un qui travaille à la mairie de la ville et de leur rapporter ses faits et gestes. Ce faisant, notre jeune héros tombe amoureux de la femme de la personne qu'il doit surveiller, tout en restant toujours à l'écart. Et puis un jour, son employeur lui demande, après une soirée bien alcoolisée, de tuer cet homme qui est chargé de surveiller pour lui en échange de $13,000. Ce que fait notre jeune héros après un débat moral assez bref mais intense. Ce qu'il fait de façon assez chaotique, mais il arrive quand même à s'acquitter de sa tâche. Et là, il veut son pognon et silence radio de ses employeurs. À partir de ce moment-là, il va se mettre un petit peu à les menacer. Et là, les employeurs vont refaire surface, vont le choper, vont l'emmener dans une maison, vont lui dire bah écoute, c'est simple, pour pas que tu parles, on va pas te tuer parce que ça pourrait nous apporter des bricoles. En revanche, on va te rendre on va t'handicaper à vie, mentalement, en te maravant la gueule non-stop pendant des jours et des jours et des jours jusqu'à ce que tu deviennes fou. Voilà. Donc autant dire que ça part d'un espèce de côté un peu fait divers pour partir dans l'horreur psychologique et physique assez malséante. Je vous raconte pas la suite du film parce que ce serait dommage de trop en dévoiler sur le parcours de ce jeune héros, incarné par un acteur qui n'a jamais vraiment confirmé depuis, qui s'appelle Chris McKenna. Qui est un des acteurs principaux des Feux de l'amour. Voilà, et qui a aussi joué dans Grimm. Il est dans plein de séries. Il est extraordinaire dans le film, vraiment. Je comprends pas que ce mec n'ait pas eu la carrière. Je comprends pas non plus. Parce qu'en plus, il a un rôle dans Les Feux de l'amour, il a un rôle à l'opposé. En fait, c'est un mec qui est un peu la Christophe Waltz ou dans les mains d'un Tarantino aurait pu être Ouais, c'est ça, mais totalement. Une carrière internationale. Et là, malheureusement, Gordon, c'est pas Tarantino d'un point de vue de la renommée, pas du talent, hein, de la renommée, et du coup, voilà quoi. Le reste du cast, quand même assez intéressant. Bon, il y a la femme dont il tombe amoureux, Carrie Woorer, qui pareil. Une nana qui joue très bien, qui est super belle, extrêmement sexy, qui jouait dans Anaconda. Voilà, mais qui ne jouait pas l'Anaconda. Et qui, pareil, n'a jamais vraiment eu de carrière. Il porte un peu il porterait pas un peu la poisse sur Gordon quand même, parce que de tous ces films, on peut pas dire qu'il y a des acteurs qui sont sortis. Carrie Woorer, elle a une petite carrière après vraiment axée des TV, et puis elle a fait un peu des téléfilms érotiques. Une grande carrière, voilà, non mais. On voit aussi Vernon Wells parmi les hommes de main de donc Mad Max. Et Bennett dans Commando. Oui, exactement. Et Daniel Baldwin. Un des frères un des frères, mais là excellent dans le film. Mais, le gros défaut de Daniel Baldwin, c'est de ressembler énormément à Alec, à un point même au niveau de la voix, c'en est troublant. Tout à fait. Mais il est excellent dans le film. Voilà. Et il est moins cher que. Oui, voilà. Voilà. Alors. En quoi c'est un film totalement différent en dehors de son sujet du reste de ce qu'a fait Stuart Gordon. Déjà, plastiquement, c'est du cinéma limite vérité, avec caméra à l'épaule, photo pas dégueu,
mais presque, ultra réaliste. Je trouve qu'on a une photo un peu proche de Henry, Portrait of a Serial Killer. Voilà, un peu dans le même genre. Alors que pourtant, il bosse avec Mac Alberg, qui est son chef-op fétiche, avec qui il a bossé sur Animator, Dolls, From Beyond, Robot Jocks, Space Ça jamais été des Truckers. films très très beaux en fait finalement les films de Gordon. Rarement. Dolls, c'est quand même plutôt joli. Pas des photos de ouf en fait. C'est pas gênant hein, mais Dolls, après, Dolls et Fortress, je dirais, sont peut-être ceux qui ont le plus de gueule, quoi. Ah, Fortress. Mais Dagon, il est Mac beau. Alberg, en dehors d'avoir bossé beaucoup avec Stuart Gordon, il a aussi bossé avec John Landis. Bon, il n'a pas fait les meilleurs Landis, hein. Il a fait L'Embrouillé dans le sac, Le flic de Beverly Le Hills Garou de 3 Paris non. et Innocent Blood. Voilà, il a aussi fait de la photo de House 1, House 2, House 3, de Mâle mutant aquatique en liberté, C'est un chef-d'œuvre. voilà, de Prison de Renny Harlin. Donc, Ah, le chef-d'œuvre. mec, il a quand même. Et là, je vous en cite un petit peu, hein, mais il a une filmographie de malade, ce chef-op. Et là, pour le coup, donc, c'est là que tu vois que la photo assez dégueu du film, c'est un vrai parti pris. Ouais, C'est documentaire pas- un peu. Voilà, vraiment. Mm. Et du coup, le film est assez. C'est des couleurs délavées, une espèce de Californie crade, sale, aux couleurs passées. Ça fait pas du tout carte postale. Et ça accompagne ce personnage de gentil laissé pour compte qui va complètement se faire broyer par une machine de. Où ce mec n'a pas de rêve. D'ailleurs, il y a tout un dialogue au début du film où le mec qui va l'emmener là-dedans lui dit: mais t'as pas de rêve, toi Tu fais si, je sais pas, détective privé, les meufs, les poursuites en voiture. Il fait: ouais, mais c'est vraiment un rêve à la con. Tu veux pas du pognon un petit peu. Enfin voilà, il y a une espèce comme ça de pessimisme social sur ce qu'est en vrai la Californie, ce qu'est en vrai le capitalisme, Sur le rêve américain. sur le rêve américain. Et c'est vraiment la première pierre angulaire donc, de cette trilogie avec Edmond et Stuck qui vont parler de la même chose sous des angles assez différents, parce que le parti pris du scénario des deux autres films est aussi très fort à chaque fois, parce que Edmond, ça parle donc d'une espèce de descente aux enfers d'un cadre blanc William bien sous H. tout Macy, dont on rapport, parlait voilà. la dernière fois avec Mystery Man. Tout à fait, et qui va passer une espèce de nuit en enfer, qui va le révéler à lui-même. La fin d'ailleurs. La fin est juste incroyable, même ça, à faire voir. Et Stuck aussi avec son pitch de fou furieux, avec cette jeune infirmière qui encastre un clochard dans le pare-brise de sa voiture et qui va le laisser encastrer pendant des jours. Enfin bon, Parce qu'il pense qu'il est mort, mais après il va se réveiller et il sait pas quoi faire et tout. donc voilà, ça c'est vraiment une trilogie d'horreur sociale qui Parce est. que voilà, l'horreur c'est plus fantastique. Dans ces non, films-là, c'est l'horreur, voilà. c'est les autres en fait. C'est les autres, c'est l'humain. Voilà, il C'est y a plus aucune. C'est Xavier. Même si encore dans King of the Ends, il y a des visions. Ouais. Horrifique. Il y a un passage avec des visions horrifiques, Voilà, qui avec sont des liées déformations de corps. voilà, qui sont liées au délire du personnage, tellement il se prend de coups dans la gueule, qu'il y a des visions Justement, notamment de Carrie Woorer, Carrie à un moment, Woorer qui devient une espèce de monstre et qui Ken chie. Non, alors, d'abord, tu as Carrie Woorer à poil avec une grosse bite, et ensuite, tu as Carrie Woorer en espèce de monstre verdâtre, informe, espèce de grosse limace qui chie et qui mange sa merde. Voilà. Donc, il y a quand même des visions d'horreur dans le film qui sont un peu. Voilà, mais ça, je le faisais encore il y a 2 jours. Qui sont des visions d'horreur qui peuvent encore être rattachées au cinéma d'avant, on va dire. C'est la transition, c'est le film de transition. C'est vraiment le film de transition, et puis après le film devient vraiment un film d'horreur sociale pure, avec une fin assez costaud. Il y a notamment une décapitation de corps congelés qui est assez méchante. Et bon voilà, je vous raconte pas la fin parce que c'est glaçant. Voilà. Mais voyez-le, et puis après faites-vous Edmond et Stuck derrière. J'adore, moi j'adore. D'ailleurs, je me rappelle que quand on a émis l'idée de faire ce podcast Stuart Gordon, j'ai été le premier, je l'ai battu à un poil de bite pour dire je veux King of the Ends. C'était celui que je voulais sortir tout de suite. C'est moins connu en plus d'ailleurs. Ouais. Peu de gens en parlent. Il a mis énormément de temps à sortir en France. En fait, c'est marrant parce que du coup, moi j'ai bossé sur la première édition. C'est toi qui as foutu non, du tout, avec un autre. Du tout. Et du coup, le projet arrive. Je voyais pas ce que c'était King of the Ends. Puis avant, je vois la fiche de travail. Je fais Stuart Gordon. Ah, cool. Et je commence à voir le premier logo, The Asylum. Ah oui, alors ça, j'ai oublié de le dire. Voilà. Le logo du début, The Asylum, tu dis oulala, où est-ce qu'il est allé L'explication de The Asylum, c'est l'usine à merde quand même. Voilà. C'est l'usine à merde, c'est l'usine à rip-off absolue en Transmorphers. Voilà, en gros, il y a un blockbuster qui arrive, ils commencent à poser une affiche, un univers. Eux, ils vont se pointer, ils vont récupérer l'affiche, ils vont faire un truc qui ressemble avec un titre qui ressemble, et ils vont faire. Ça sorte plus tôt que le vrai. Il faut que ça sorte plus tôt que le vrai, en 200 fois moins cher. Et en gros, ils te font un film de couloir pour justifier un film, quoi. C'est bon.
Et donc The Asylum, je crois même que c'est leur première production, parce qu'avant ils étaient juste distributeurs. Ah, peut-être. Et je crois que c'est leur toute première production. Ils ont tout mis là-dedans, ils étaient ruinés, ils ont fait bon, maintenant on fait que des mockbusters, sinon on va pas y arriver. Et du coup, j'ai vraiment découvert le truc complètement vierge et je trouve ça mortel, quoi. Mais vraiment mortel. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je savais même pas qu'il avait viré comme ça. Moi, c'est marrant, j'ai vu d'abord Edmund et Stuck, et j'ai vu après King of the Ants. Parce que je me suis dit, tiens, parce que Edmund et Stuck, c'est vraiment mortel, et c'est surprenant qu'un réalisateur se change, tout en restant fidèle lui-même, change sa carrière comme ça et tout. Et je voulais trop voir le premier de parce que j'ai bien compris que c'était plus ou moins 3 films liés ensemble, même s'ils n'ont rien à voir. Et effectivement, ouais, c'est ouf. Et surtout, c'est con, personne n'entend pas jamais. Enfin, j'espère que là, avec ce podcast, ce Pifcast, vous allez avoir envie de le regarder parce que c'est dommage. Sa trilogie noire, c'est. Bah moi, du coup, j'ai pas encore vu les deux autres. Enfin là, j'ai découvert King of the Ants pour le podcast. Qu'en as-tu pensé ? Ah bah, j'étais très surprise parce qu'effectivement, tout le reste de sa filmo, c'est quand même assez fantaisiste et coloré et un peu drôle. Et là. Bah ouais, tu te prends une grosse claque, c'est hyper dérangeant, c'est hyper sombre, quoi. Enfin, donc oui, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que c'est un film de Stuart Gordon, en fait, parce que toute l'image du réalisateur que je m'étais faite était basée sur tous ces films d'avant. Donc là, du coup, il faut que je voie les deux autres pour... Et c'était avant cette mode du torture porn, en fait, le film. Ah, totalement. C'est pas un torture porn, mais ça parle de ça, en fait. Oui. Je crois que c'est quoi, 6 ans, 7 ans avant Écoute, là c'est 2003, Hostel. Peut-être pas 6 ans, 7 ans, quoi, mais quand même quelques années bien tassées, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un film. Ça peut être un torture porn dans le sens où la torture est un des ressorts dramatiques du film. D'ailleurs, tout ce passage est complètement hallucinant sur le passage du personnage de victime à espèce d'animal humain qui est prêt à tout accepter pour survivre. Enfin, c'est d'une lourdeur psychologique vraiment terrassante. Et puis il y a aussi tout le propos social quand il devient après SDF, quand il vit dans les foyers, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce que dans Edmond, il le personnage côtoie des SDF. Dans Stuck, la victime est un SDF. C'est un des courants sous-jacents de cette trilogie d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un film de Gordon qu'on n'aurait pas cité aujourd'hui, juste pour en dire, si vous devez citer un nom, pas forcément dans les détails, mais Fortress, c'est j'allais dire pareil. Fortress, c'est mortel. C'est un film amputé, Fortress. Il manque une bonne demi-heure, je crois. Il a jamais pu faire ce qu'il voulait. Et en fait, techniquement, il y aurait apparemment... un début différent, je crois. Ça, non. En fait, il y aurait 3 montages. Donc, il y a un truc plus bourrin qu'on n'a jamais vu. Et en fait, moi, j'ai vu Fortress au cinéma. Donc, en fait, au cinéma, le film s'arrête à un instant T. Ouais. Et en fait, quand tu le regardais à nouveau en vidéo, tu te rendais compte que à cet instant T, le film n'était pas fini. Et il y avait encore toute une bobine derrière, enfin pas vraiment une bobine complète, mais tu as bien 10-15 minutes en plus. Et en fait, c'est une fin qui a été retournée après. Donc déjà en salle, le film s'arrêtait vraiment à cet endroit-là, de manière... C'est vrai que c'était bizarre en salle, quoi. Et du coup, en vidéo, toute cette dernière partie, mais vous verrez tout de suite de quoi je parle, on sent que c'est rajouté, c'est normal, ça l'est, ça n'a pas de sens cette fin. Bon, bref. Moi, je voudrais citer un film à ne pas voir, en fait. C'est l'inverse de ce que je vous ai proposé. Si vous avez l'occasion de ne pas voir Robot Jox, ne regardez pas Robot Jox. Bah, trop tard. Il est sur CanalSat. J'aurais très envie de me le c'est Pacific Rim, avec juste des gens dans des cabines, filmés en gros plan. C'est l'actualité combat de robots. Et on voit juste les gens dans la cabine faire « Ah là, je suis en train de me battre avec mon robot et tout » pendant 1h30. Voilà, j'adore Gordon, mais celui-là, juste ne perd pas autant. Mais Xavier va sûrement dire que c'est génial. Non, Robojox, pourtant je suis le public. Je suis clairement le public. On veut voir un film de robots mais oui, on a envie de voir ça, mais c'est raté. C'est un film de cabine de robots. Ouais, c'est ça. C'est un peu Stuck en fait avant. C'est les gens coincés dans un. C'est le public qui est coincé dans la cabine. Pour ceux qui connaissent, Transmorphers, c'est limite mieux, quoi. Au moins, t'as des combats, quoi. Voilà. Okay. Et moi je voulais juste rajouter Le Puits et le Pendule, qui est vraiment un excellent film si vous aimez un peu les films gothiques. Un peu cheap, mais ça fait plaisir. Castle Freaks aussi, c'est le genre de film un peu cheap qu'a fait Gordon, quoi. C'est un film ou c'est un téléfilm? Le Puits et le Pendule, c'est un téléfilm. Ah oui. Castle Freaks aussi, c'est un téléfilm. Non, ça c'est un film. Par contre, Castle Freaks, c'est la gueule d'un téléfilm. Ouais, par contre, c'est vrai. Ne le regardez pas non plus. Il est moins horrible que Robojox, mais après c'est bien, c'est gothique et tout, mais bon, c'est pas ouf. Pour résumer, Stuart Gordon, un cinéaste de la variété. Voilà, quoi. Tu me fais une petite impro là. La boîte de jazz. Non. Bon, allez, on termine en musique avec Cyril. Alors Cyril, de quel BO tu nous parles aujourd'hui? Je vais parler d'un film coréen
Alors pour une fois, la BO est bien, le film n'est pas bien, qui s'appelle Antarctic Journal, Pas peu dire. un film de 2005 de Yim Pil-sung, film d'ailleurs on regardait tout à l'heure avec Laurent sur la fiche IMDb parce qu'on avait un doute, mais effectivement c'est Bong Joon-ho qui a scénarisé, co-scénarisé, et je crois, si je me trompe pas, que mon chouchou, le réalisateur de 16 Green Planet, a un lien avec le film. Je sais plus lequel, mais je sais qu'il a un lien avec le film. C'est pas très sérieux de vous dire ça sans vérifier. Et en fait, pourquoi je vous parle de ce film qui n'est pas bon? C'est un film qui se passe dans la neige, c'est une expédition polaire qui se retrouve coincée, qui a des visions et tout. Le film est pas ouf. Par contre, on retrouve à la musique quelqu'un qui n'est pas habitué de faire des productions hors de son pays, c'est Kenji Kawai, un maître de la musique, des musiques de films japonaises. Il a fait les musiques de Ghost in the Shell, les deux Ghost in the Shell. Avalon, il a beaucoup bossé avec Mamoru Oshii. Il a fait des musiques Samouraï. Voilà, en France, il a fait la musique de Bloody Mallory et de Samouraï. Et Bloody Mallory aussi. Bloody Mallory et Samouraï, c'est lui qui a fait les musiques. Et en fait, il travaille très peu pour l'extérieur. Il fait beaucoup pour des musiques d'animé, même du jeu vidéo au Japon. C'est un tueur en musique de film. Et là, il a fait, pour moi, ce qui est peut-être sa plus belle musique. Qu'est-ce que tu veux dire, Laurent ? Il a aussi bossé avec Choyark sur Seven Swords. Ah oui, d'ailleurs, la BO de Seven Swords, elle est démente. Et ça, si je me souviens bien, c'était Dionnet qui avait fait le rapprochement, je crois, entre. Peut-être, ouais. Il s'en vante d'avoir fait ce rapprochement-là, c'était pas vrai. Il a fait la musique du Petit Pousset. Non, c'est Isai Shijo qui a fait la musique. C'est Joe Isai Shijo. Mais je sais que Dionnet se vantait d'avoir fait que Choyark et Kenji Kawai se rencontrent pour Seven Swords. Voilà. Mais donc la BO de Antarctic Journal, donc film très moyen, pas nul, mais très très moyen et très chiant. Et par contre, ce qu'a fait de mieux, c'est une super musique. Et c'est le principe de Kawai, c'est souvent des chœurs, genre souvenez-vous Ghost in the Shell. Voilà. Et ben, putain, tu le fais super mal. Super mal. Je fais super mal. Et dans Antarctic Journal, il y a ce côté très cotonneux, très planant, qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans la BO d'Antarctic Journal, donc dans le film, il a repris un des morceaux de Avalon. En fait, il y a un morceau d'Avalon qui se retrouve dans la BO d'Antarctic Journal. Je ne sais plus le nom du morceau, mais si vous connaissez la BO d'Avalon, vous le reconnaîtrez quand vous écouterez la BO. Et là, je vous propose d'écouter le morceau de fin, le end title du film. Si vous écoutez ce Pifcast avec un casque sur les oreilles, Pifcast casque, c'est rigolo comme voilà, un pif casque. Vous allez en prendre plein les oreilles parce que c'est vraiment une musique sublime. Si vous connaissez pas, vous allez en prendre plein les oreilles. Vous allez partir en voyage. Ça fait beaucoup penser d'ailleurs ça fait beaucoup penser à la musique d'un Français qui s'appelle, un franco-américain qui s'appelle Richard Pinas. Il a fait un album qui s'appelle Iceland, qui pareil, c'est une musique imaginaire d'un pays imaginaire. Donc voilà, et ça ressemble beaucoup à ce qu'il peut faire Pinas de son côté. Vous allez donc voir et pouvoir écouter donc le morceau de fin dans Antarctic Journal par Kenji Kawai. Et avant de l'écouter, on se dit au revoir et à bientôt pour un prochain Pifcast. Merci. Au revoir. Gros bisous.